Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, en tout cas depuis plusieurs semaines, on a l'impression qu'une espèce d'air du temps, à un cours des événements planétaires, européens et français, fait en sorte que tout ce que j'ai pu dire depuis la création de l'UPR il y a 14 ans et demi, le 25 mars 2007, tout l'appareil analytique et programmatique que l'UPR a produit depuis 14 ans et demi, eh bien que tout ceci est, d'une façon presque incroyable, constamment validé par les faits, mais d'une façon comme on l'avait rarement vu auparavant. J'en prendrai quelques exemples. Par exemple, en matière d'immigration, M. Michel Barnier, qui a été pendant plus de 16-17 ans en contact avec les institutions européennes, qui était considéré comme un très grand Européen convaincu, comme on le dit, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle pour obtenir l'investiture des Républicains, eh bien Michel Barnier a semé la consternation chez un certain nombre d'européistes parce qu'il a dit que tant que la France appliquait les traités européens, notamment la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi d'ailleurs la libre circulation dans le cadre de l'espace Schengen, et tant que la France serait assujettie à certaines des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien les Français ne pourraient pas modifier d'un iota la politique migratoire. Alors il a fait scandale, mais il a raison. Moi, j'ai rappelé qu'en matière migratoire, tant que nous serons dans l'Union européenne, dans Schengen et dans la Cour de justice et dans la CEDH, eh bien, on sera obligé, au sens fort obligé, c'est-à-dire par la loi, nous serons obligés d'appliquer des décisions dont les conséquences sont le contraire de ce que souhaite une grande majorité des Français. Lorsque M. Barnier dit qu'il faut un moratoire, c'est-à-dire qu'il faut mettre le holà pendant quelques années à toute nouvelle immigration, en fait, je pense qu'il a avec lui 70 minimum % de la population, y compris d'ailleurs beaucoup de Français d'origine immigrée, et qui sont les premiers à considérer que ça n'est pas raisonnable dans un pays où on a 10-12 % de taux de chômeurs que l'on continue à faire arriver, à accepter l'arrivée d'immigrés dont le destin est épouvantable, puisqu'en fait, ils travaillent au noir, ils sont exploités d'une façon absolument scandaleuse, ils se terrent sous le périphérique parisien dans des espèces d'abris de fortune. Tout ça ne va pas. Qu'est-ce qu'a fait en fait M. Barnier ? Eh bien, il a mis les pieds dans le plat en disant ce que je dis depuis 14 ans et demi. Deuxième exemple. On voit notamment que M. Bertrand a essayé de justifier notre appartenance à l'Union européenne. Il a, à l'occasion de l'inauguration d'un agrandissement du port de Calais, il a dit heureusement que l'Union européenne est là parce qu'elle nous a permis de financer ce projet. Et moi, j'ai vu sur son compte Twitter, et ça m'a beaucoup réjoui, parce que je vois que les analyses que je développe depuis 14 ans et demi, eh bien que ces analyses sont largement répandues dans la population. J'ai vu le compte Twitter de M. Bertrand qui a été assailli par de très nombreux internautes, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des adhérents ou des sympathisants de l'UPM, parce que les analyses se sont répandues dans la population. Beaucoup de gens qui sont allés dire à M. Bertrand « Vous vous moquez du monde !» C'est-à-dire qu'effectivement, l'Union européenne a versé les subventions dites européennes, mais qu'en réalité, la France avait payé bien davantage à l'Union européenne pour récupérer ça. Donc la population est aux aguets sur cette affaire. Troisième élément d'observation que je mesure sur l'évolution des esprits. Il y a actuellement une espèce de concours l'épine de celui qui dira qu'il faut augmenter le plus le SMIC, ou bien tel ou tel salaire de fonctionnaire. Je pense à Madame Pécresse, qui a dit qu'il allait falloir augmenter de 10% le SMIC. Je pense à M. Montebourg, qui a dit à peu près la même chose, qu'il fallait le SMIC était trop bas. Je pense à Madame Hidalgo, qui, elle, alors pour faire genre, elle n'a pas parlé du SMIC, elle a dit qu'il fallait doubler
le salaire des enseignants en 5 ans. Ce que tout ce petit monde ne comprend pas, c'est qu'au même moment, il y a eu Madame Christine Lagarde, à la tête de la Banque centrale européenne, qui est montée au créneau pour mettre les choses au point et pour dire expressément ceci que vous allez écouter. One component that we are addressing, monitoring and checking very attentively is the second round effect, is the impact that price increases will have on wage negotiations. And that is what could actually fuel a more persistent and durable price increase and inflation going forward. On those wages front, we are not seeing much by way of significant increase. We will be very attentive to the autumn negotiations that are typically taking place in some countries, but at this point in time, we don't expect this wage increases and these wage negotiations to be very strong, and we see probably a gradual and moderate increase as a result of that. Bref, qu'est-ce que vient de dire Madame Lagarde? Elle vient de dire que la Banque centrale européenne, à Francfort, va surveiller avec la plus grande vigilance les augmentations de salaire dans les pays de la zone euro et veiller à ce que ces augmentations de salaire ne soient pas supérieures à l'inflation. Ça veut donc dire d'ailleurs au passage qu'elle estime que pendant les années qui viennent, eh bien, les salariés des pays de la zone euro ne doivent pas avoir d'augmentation de leur niveau de vie ni de leur pouvoir d'achat. Ça doit rester inférieur à l'inflation. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que le grand public, lorsqu'il écoute Madame Pécresse, lorsqu'il écoute Monsieur Montebourg, lorsqu'il écoute Madame Hidalgo, j'ai oublié de citer Fabien Roussel du Parti communiste français, qui a proposé d'augmenter le SMIC aux alentours, je crois, de 1800 € par mois. Je pense aussi d'ailleurs à Madame Nathalie Arthaud, qui avait dans son programme en 2017, comme moi d'ailleurs, une augmentation substantielle du SMIC. Eh bien, toutes ces personnes-là mentent aux Français puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Moi, en 2017, j'avais proposé déjà une augmentation substantielle de l'ordre de 12,5%, je crois, du SMIC. Parce que je pense qu'il faut effectivement redonner du pouvoir d'achat aux Français pour une relance de type keynésien. Mais moi, c'était dans le cadre où on sortait de l'Union européenne et de l'euro. Tandis que ces responsables, ces irresponsables en fait, qui vous disent qu'ils vont augmenter de façon drastique le SMIC et les revenus des fonctionnaires, notamment des enseignants, eh bien ils vous mentent parce que comme ils veulent rester dans l'Union européenne et dans l'euro, à supposer qu'ils soient élus, eh bien dès la première réunion à la Banque centrale européenne, le représentant français se verra tancé par soit le président de la BCE, soit ça sera à Bruxelles par le président de la Commission européenne qui dira non, Madame Le Pen, non, Madame, parce que Madame Le Pen aussi, je crois qu'elle veut augmenter les salaires, enfin, tout le monde, hein. Madame Le Pen, Madame Pécresse, Madame Hidalgo, Monsieur Roussel, Madame Arthaud, Monsieur Montebourg, non. Vous ne pouvez pas, parce que nous sommes Solidarité européenne, l'euro, etc., les dérives inflationnistes, vous ne pouvez pas le faire. Alors bien sûr, certains vont dire mais alors tant pis, on va quand même le faire. Oui, non, sauf que les gens qui disent ça ne connaissent pas comment fonctionne la Banque centrale européenne, ne savent pas non plus comment la Banque centrale européenne peut ou non racheter des émissions obligataires sur le marché secondaire émis par le Trésor public français. Donc nous pouvons avoir des mesures de rétorsion très rapidement venues de l'institution de Francfort. J'en veux d'ailleurs pour preuve ce qui vient de se produire en Espagne, où le gouvernement espagnol vient de passer un accord avec les syndicats pour une augmentation des salaires sur l'année de plus 1,5%, c'est-à-dire du niveau de l'inflation. Ça veut donc bien dire que lorsque vous êtes aux affaires, lorsque vous êtes à l'Élysée, à Matignon ou à Bercy, si vous êtes dans l'euro, vous ne pouvez pas faire autrement que d'obéir à l'institution de Francfort et à l'institution de Bruxelles. Alors, on pourrait multiplier comme ça les cas. J'ai fait une autre vidéo pour parler de l'affaire
des sous-marins australiens, où l'on découvre d'un seul coup que l'OTAN est une structure épouvantable, une structure vide, que la solidarité européenne n'existe d'ailleurs absolument pas. Ce qui se dessine progressivement et petit à petit, c'est en fait le fait que nous sommes au mois de septembre. Déjà, les questions européennes dominent la campagne présidentielle. C'est fondamental. Rappelez-vous qu'en 2017, les médias avaient fait l'omerta sur moi, m'avaient caché, comme ils le font, peut-être encore plus férocement maintenant. Sauf que la différence entre maintenant et 2017, c'est qu'entre-temps, j'ai quand même été candidat à l'élection présidentielle, que ma notoriété s'est beaucoup accrue, et que depuis lors, nos réseaux sociaux se sont beaucoup développés. Nous avons plus de 212 000 abonnés sur notre chaîne UPR TV. J'ai fait certaines vidéos, notamment une des dernières en date, notamment sur l'Afghanistan, où entre YouTube et Facebook, on en est à quelque chose comme 240 000 vues sur un sujet quand même technique, international, assez compliqué quand même. Il y a d'autres vidéos, celles que j'ai faites après le discours de Macron le 18 juillet dernier, où il annonçait notamment le pass sanitaire, etc. Eh bien, cette vidéo, si on cumule YouTube et Facebook, on en est à 1 800 000 vues. Donc notre notoriété s'est considérablement développée. Et nous allons donc entrer dans cette campagne présidentielle. Et je rappelle encore une fois, et j'aurai l'occasion de le rappeler de façon plus spectaculaire bientôt, que je suis bien candidat à l'élection présidentielle, que j'essaye de m'en donner les moyens. Les moyens, c'est-à-dire d'avoir les parrainages, chose que d'ailleurs beaucoup semblent avoir oublié avant de donner la parole à tel ou tel. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que nous entrons dans une élection présidentielle où, d'emblée, on parle des questions européennes. En 2017, il avait fallu attendre que je sois officiellement candidat pour que j'aie un peu le droit à la parole et commencer à pouvoir parler des questions européennes. Jusque-là, il y avait une espèce d'accord quasi mafieux entre tous les candidats. On ne parle pas de l'Europe. Alors que s'il y a vraiment un sujet dont il faut parler au moment de l'élection présidentielle, c'est justement le sujet de l'Union européenne, le sujet de l'euro, le sujet de l'OTAN. Je rappelle ce que disait Charles de Gaulle en qualifiant l'élection présidentielle. Il avait dit en 1966, avant la première élection au suffrage universel, il avait dit « Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. » Eh bien, c'est cette indépendance qui est là, qui arrive, que l'on voit dans tous les domaines et qui se pose à nous. J'ai oublié de citer que, s'agissant de l'euro, j'ai vu une tribune récemment, une vidéo d'Olivier Delamarche, une tribune de Patrick Artus, un des plus grands économistes français, qui l'un et l'autre tirent de nouveau la sonnette d'alarme sur la situation de l'euro, sujet qui est tabou parmi les tabous et que l'on n'a pas le droit d'évoquer. C'est la raison pour laquelle, et c'était là l'objet de cette vidéo, je vous invite à comprendre que l'élection présidentielle de 2022 va se dérouler de façon très différente de 2017. Tout simplement parce que les Français sont beaucoup plus avertis maintenant qu'en 2017 des questions européennes, de l'impact de l'euro, de l'impact de l'OTAN. Entre-temps, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu une défiance accrue vis-à-vis des grands médias qui font tout pour cacher sous le tapis ces sujets fondamentaux. Moi, je pense que le rôle d'un président de la République, c'est d'essayer, malgré la dureté des temps, malgré l'effroyable complexité des problèmes, malgré la catastrophe d'une situation que nous ont léguée à la fois les héritiers de M. Hollande et les héritiers de M. Sarkozy, à la fois les Républicains et l'UMP, mais aussi le Parti socialiste et les écologistes. C'est eux qui sont les responsables de cette situation dont nous avons hérité depuis maintenant 30 ou 40 ans, au premier rang desquels les européistes. Eh bien moi, si je me présente à l'élection présidentielle, c'est d'abord parce que je me bats pour mon propre pays. Je veux que la France redevienne ce qu'elle a toujours été, un peuple libre dans un pays libre. Le rôle d'un président de la République n'est pas de désigner à la vindicte populaire tel ou tel de ses enfants,
Le rôle d'un président de la République, c'est de dégager une hiérarchie de priorités et d'avoir le courage pour y répondre. Il me semble que depuis 14 ans et demi, j'ai beaucoup fait preuve de ce courage. Et il me semble également, et c'était l'objet aussi de cette vidéo, que toutes mes analyses, finalement, finissent peu ou prou par être reprises en partie par tel ou tel, même si les autres candidats refusent, bien entendu, de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On se demande d'ailleurs pourquoi, puisque de toute façon, que ce soit moi qui le fasse ou que ce soit quelqu'un d'autre, de toute façon, la France sortira de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, puisque de toute façon, l'Union européenne, l'euro et l'OTAN finiront par exploser. Je veux vous parler d'un problème dont on nous rebat les oreilles, qui est celui d'un seul coup, d'un seul, le Brexit serait la catastrophe. On a vu que c'est tout le contraire qui se produit, que les résultats économiques sont tout à fait satisfaisants au Royaume-Uni, bien meilleurs qu'en France. On a vu que le Royaume-Uni a eu un succès diplomatique énorme avec l'affaire de l'alliance États-Unis-Royaume-Uni-Australie. Et puis d'un seul coup, on nous sort là, depuis quelques jours, depuis environ une dizaine de jours, des articles dans la presse française sur le thème que c'est la catastrophe absolue, qu'il y a des pénuries au Royaume-Uni, que c'est absolument épouvantable, qu'il a fallu que Boris Johnson fasse faire venir l'armée pour des questions de pénurie d'essence. Et puis, paraît-il qu'il manque des camionneurs et que, justement, tout ça, ça découle du Brexit, qui est une horreur. Alors, je m'adresse à vous parce que je veux dénoncer ce qui est encore une fois une opération de propagande interne à la France et à d'autres États sans doute en Union européenne. Les élections arrivent, le gouvernement a peur que la question de l'Union européenne ne surgisse vraiment sur le devant de la scène. Je ne fais que ça depuis 14 ans et demi, mais d'autres m'ont rejoint, et je pense notamment à Michel Barnier, qui a fait ces déclarations très récemment, qui sont impressionnantes, puisqu'il explique ce que j'explique depuis 14 ans et demi, et il explique qu'on ne peut pas régler, par exemple, la question de l'immigration si on reste dans les traités européens en l'état. Et lui propose donc de se soustraire aux traités européens sur les questions concernant l'immigration. Alors, c'est un autre sujet dont je parlerai une autre fois, mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le gouvernement a peur, et on a l'impression donc que des instructions ont pu être données ici ou là pour faire que la population française pense que le Brexit serait une catastrophe. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai pu constater en lisant des forums sur des journaux ou tout simplement des comptes Twitter, j'ai pu constater que, semble-t-il, que ça marche auprès d'une partie de la population. Il y a des Français qui sont convaincus que le Brexit est une catastrophe. J'ai vu d'ailleurs un échange assez croquignolet, où je crois que c'était dans le forum des lecteurs du Figaro, où il y avait donc un article qui annonçait que les pénuries d'essence étaient catastrophiques au Royaume-Uni. Et donc c'était aussitôt, il y avait des quantités d'internautes qui disaient « c'est bien fait pour eux, il faut pas les aider, laissons-les tomber », alors qu'en fait, on est dans une situation bien pire que le Royaume-Uni. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il y avait une internaute qui était là et qui disait « écoutez, je vis chez ma fille à Londres depuis 3 mois. Franchement, quand je vais dans les magasins, quand je vais dans les supermarchés, je n'ai pas vu les pénuries dont vous parlez. C'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. On monte en épingle ici ou là. Il y a peut-être eu un problème de livraison. Ça peut arriver. Ça peut arriver au Royaume-Uni, mais ça peut arriver aussi ailleurs. Et ce que je voudrais vous présenter ici, c'est le fait que si pénurie il y a, eh bien, ce sont des pénuries que l'on trouve dans le monde entier. Par exemple, les pénuries d'essence, on en trouve en ce moment beaucoup aux États-Unis, et pas seulement au Royaume-Uni. Mais ça peut arriver surtout en Union européenne, et notamment en France. En France, lisez la presse actuellement, il y a des pénuries dans 4, 5, 6 secteurs très importants. Premièrement, dans le secteur des matériaux de construction. Le bois, l'acier, le plastique. Il y a une très très forte demande, notamment de matériaux de construction en Chine,
même si le grand groupe immobilier Evergrande est actuellement au bord de la faillite en Chine, ce qui fait d'un seul coup chuter les commandes de fer, d'acier, de cuivre, etc., il n'en demeure pas moins que la Chine est une espèce d'aspirateur à matières premières pour les constructions de ces dizaines de villes qui comprennent chacune des dizaines de millions d'habitants. Figurez-vous par exemple que la Chine est désormais le premier consommateur au monde de cuivre, avec plus de 50% de la consommation mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Deuxième pénurie, une pénurie de jouets, due notamment à des problèmes en matière d'approvisionnement en plastique, donc dû notamment aux hydrocarbures, et de telle sorte qu'on apprend qu'en France, eh bien, on ne sait pas comment on va passer Noël. Il y a quand même un certain nombre de gérants de grandes surfaces qui sont inquiets parce qu'ils ont des problèmes très sérieux de réassortiment de leur ligne de jouets pour Noël. Troisième pénurie que l'on trouve en France, la pénurie de semi-conducteurs dans l'automobile. Ces semi-conducteurs qui sont produits notamment en Chine et où il y a justement une espèce de thrombose parce que après le confinement, énormément de pays ont besoin de ces semi-conducteurs et se tournent vers la Chine. Ça veut donc dire que, par exemple, pour Stellantis, c'est-à-dire le grand fabricant français, maintenant, qui regroupe plusieurs modèles connus de PSA, etc., eh bien, il y a maintenant parfois plusieurs mois d'attente pour acheter les automobiles. Quatrième pénurie en France, la pénurie de blé dur. Ça veut dire des pénuries de pâtes considérables. On a vu d'ailleurs ces jours-ci des hypermarchés à Lorient qui étaient totalement vides. Il n'y avait plus une seule pâte à l'horizon. Et ça ne se passe pas au Royaume-Uni. Tout ce que je vous dis là, ça se passe en France métropolitaine. Cinquième pénurie, la pénurie d'huile d'olive. Sixième pénurie, pénurie de café. Septième pénurie, la pénurie de papier hygiénique. La France semble être, si j'ose dire, au bout du rouleau. Je me rappelle qu'est-ce que l'on n'avait pas dit au moment de la négociation sur le Brexit. Je me rappelle d'avoir vu des articles de journaux qui expliquaient aux populations en France qu'à cause du Brexit, eh bien, les Britanniques risquaient de ne plus avoir de papier hygiénique, que les gens faisaient des stocks. Mais non, ça n'est pas au Royaume-Uni que ça se passe. C'est en France. Il y a également des pénuries de médicaments en France. Tout ça, ça se passe en France. Alors on nous a dit oui, mais il y a des pénuries de main-d'œuvre au Royaume-Uni. Mais de qui se moque-t-on? D'abord, c'est un problème de point de vue. C'est pas la même chose d'avoir des pénuries, par exemple, de pâtes alimentaires, parce que là, il manque une matière première qu'on essaie de se procurer. Et la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas vraiment un défaut. Ça peut être présenté comme un défaut, ça peut être présenté aussi comme une formidable réussite économique. Parce que l'autre façon de parler de pénurie de main-d'œuvre, c'est de parler de plein emploi. Le problème auquel est confronté Boris Johnson, je vois qu'il y a des gens qui disent oui, pénurie de main-d'œuvre, il manque de camionneurs, de chauffeurs routiers. Et donc Boris Johnson a émis 10 500 autorisations de visa. Il veut que le gouvernement autorise 10 500 camionneurs, par exemple des pays de l'Est, à avoir un visa pour travailler au Royaume-Uni. Et donc certains, dans la presse française, en font des gorges chaudes en disant vous voyez les horreurs du Brexit. Moi, non, c'est pas une horreur du Brexit. C'est pas une horreur du Brexit. Je rappelle qu'actuellement, au Royaume-Uni, le taux de chômage de catégorie A, c'est-à-dire le taux de chômage officiel au sens du Bureau international du travail, est de 4,6%, alors qu'en France métropolitaine, il est de 8%. Quelle est la situation que vous préférez? Alors oui, il peut y avoir dans tel ou tel secteur d'activité un engorgement, et à ce moment-là, eh bien, le Royaume-Uni se tourne vers les camionneurs qui se trouvent sur le continent. En fait, lorsque l'on voit dans les médias français parler de pénurie de main-d'œuvre ou pénurie d'essence, il s'agit surtout, pour les médias français, je le disais en préambule, de stigmatiser encore et encore et encore le Brexit. Il s'agit encore et encore de ce que les Britanniques favorables au Brexit appelaient Project Fear, faire peur aux Français pour que surtout les Français n'aient pas l'idée de vouloir le Frexit pour la France. Je rappelle, encore une fois, mais il faut le dire puisque je constate que malheureusement beaucoup de Français se satisfont des informations truquées et fallacieuses qui leur sont délivrées par les grands médias. Non, le Brexit n'est pas du tout une catastrophe, c'est l'inverse qui est vrai.
La place de Londres a récupéré, après quelques mois d'hésitation, la place de Londres a récupéré sa place boursière numéro 1 en Europe. C'était passé rapidement à Amsterdam. Ils l'ont récupéré. Je rappelle que le taux de chômage, je viens de le dire à l'instant, c'est 4,6% au sens du Bureau international du travail. Je rappelle que le taux de chômage est tellement bas, on est tellement proche du plein emploi, et que les entreprises sont obligées d'accorder des hausses de salaire. Puisque notamment l'immigration n'arrivant plus, eh bien on ne peut pas faire suer le burnou, comme on disait vulgairement dans les années 50. On ne peut pas exploiter des immigrés travaillant au noir, etc. On est obligé de payer des vrais salaires. Il est là, le problème, l'un des problèmes essentiels de l'immigration, c'est que le patronat souhaite une immigration parce que ça permet de peser sur les salaires et de faire baisser les salaires de la totalité du monde salarial. Je rappelle également que le Brexit a favorisé les investissements, qu'on a vu un afflux d'investissements au Royaume-Uni. Je rappelle par exemple que Boeing y a installé son premier siège européen, que Google y a installé son nouveau siège européen en dépensant 1 milliard d'euros. Je rappelle aussi que le problème actuel qu'il y a entre le Royaume-Uni et la France, c'est que le Royaume-Uni est submergé par l'arrivée de migrants clandestins dont il ne veut pas. On nous avait dit, rappelez-vous, que s'il y avait le Brexit, on allait avoir des centaines de milliers de personnes, de cadres de la City, etc., même des expatriés, qui voudraient s'enfuir du Royaume-Uni et arriver en France. C'est le contraire qui est vrai. Il n'y a eu aucun flux particulier. Il y a même eu un nombre très considérable d'Européens installés depuis plusieurs années au Royaume-Uni qui ont demandé le statut de résidents à long terme au Royaume-Uni. Je crois que le gouvernement avait prévu quelque chose comme 4 millions de personnes et en fait on est plus proche de 6 millions. Voilà la réalité de la situation. Alors je termine ici. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez de croire les médias lorsqu'ils vous font croire que le Brexit serait une catastrophe. Le Brexit a permis au Royaume-Uni de développer, de retrouver sa puissance, d'une grande puissance maritime internationale, a connu son premier très grand succès diplomatique il y a quelques jours en Australie, au moment où la France est complètement humiliée. Je pourrais multiplier les exemples. J'ai encore un exemple à l'esprit. C'est que l'on a appris ces jours-ci et que, alors que les négociations entre la France, l'Allemagne et l'Espagne pour ce que l'on appelle l'avion du futur, le fameux SFAC, cet avion militaire du futur, eh bien ça patauge depuis des mois et des mois et des mois, eh bien on a appris qu'il y a un autre projet, le projet Tempest, où il va y avoir comme co-fabricants de ces futurs avions l'Italie, la Suède, le Japon et le Royaume-Uni. Notons au passage que l'Italie et la Suède, qui sont des pays membres de l'Union européenne, n'ont aucune envie de fabriquer un avion du futur militaire avec la France, l'Allemagne et l'Espagne, parce qu'ils savent d'ailleurs qu'ils se bouffent le nez. Mais notons aussi que ces deux pays qui sont dans l'Union européenne préfèrent donc faire une alliance avec le Japon, qui est en dehors de l'Union européenne depuis toujours, bien sûr, mais avec le Royaume-Uni, qui vient d'en sortir, et avec le Brexit. Ça prouve, cet exemple parmi des dizaines d'autres, prouve que le Brexit n'impose absolument pas ni la fermeture des frontières, ni de rompre les coopérations internationales. Au contraire, on le voit sous notre nez. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais faire une remarque de bon sens, mais que beaucoup de Français n'ont pas à l'esprit. Les propriétaires des très grands médias en France, qui sont des multimilliardaires, est-ce que vous pensez qu'ils ont intérêt à ce que la France sorte de l'Union européenne ? Évidemment pas, puisque une partie très importante de leur fortune découle de notre appartenance à l'Union européenne et des facilités exagérées, extravagantes, scandaleuses qu'elles offrent aux plus grandes fortunes. Je pense notamment à la libre circulation des mouvements de capitaux, posée par l'acte unique de 86 et gravée dans le marbre du traité de Maastricht de 92. C'est justement parce que la libre circulation des mouvements de capitaux sans aucun contrôle permet aux plus riches des milliardaires français notamment de délocaliser des usines en Inde, au Bangladesh, en Chine, où les gens sont payés extrêmement faiblement, où il n'y a pas de charges sociales, où il n'y a pas de contraintes environnementales, ou si peu. C'est ça qui leur permet de dégager encore plus de profits.
La libre circulation des mouvements de capitaux permet également l'optimisation fiscale, d'échapper au fisc français, permet également, dans les cas frauduleux, parce que l'optimisation fiscale n'est pas une fraude, c'est une utilisation optimale d'un processus qui est défectueux, en tout cas qui est défavorable aux États-nations. Mais c'est pas de la fraude. Mais il peut y avoir aussi de la fraude favorisée justement par la libre circulation des mouvements de capitaux. Voilà donc, il faut bien comprendre que les intérêts des citoyens français, dont vous êtes, dont je suis, dont nous sommes, ne sont pas les mêmes que les intérêts des quelques dizaines de milliardaires, de multimilliardaires français ou d'actionnaires qui, eux, ont intérêt à maximiser leur fortune au risque même de détruire leur propre pays. Ça, c'est une particularité française. Lorsqu'il y a eu le vote du Brexit au Royaume-Uni, il y a eu énormément de très grosses fortunes au Royaume-Uni qui, bien sûr, savaient que leur appartenance à l'Union européenne favorisait leur enrichissement, mais qui gardaient au fond d'eux-mêmes du patriotisme et avec l'image de Rule Britannia, cette image que les Britanniques ont une très grande fierté depuis des centaines d'années sous l'autorité du monarque britannique. C'est God save the Queen, God save the King. Nous, en France, on n'a pas ça. Le général de Gaulle, d'ailleurs, l'avait signalé d'une façon triste en disant « En France, seul le peuple est patriote, les bourgeois ne le sont pas ». Eh bien, c'est ça, un des problèmes de la France, c'est que c'est les très grands bourgeois, c'est les multimilliardaires préfèrent détruire la France et rendre le peuple français au niveau d'esclaves plutôt que de renoncer aux avantages extraordinaires en termes financiers que leur procure notre appartenance à l'Union européenne, d'où la ligne directrice suivie par les grands médias. D'où la nécessité pour vous de ne jamais écouter cette ligne des grands médias, puisque les grands médias vous font croire, vous font adhérer à une politique qui va à l'encontre de vos intérêts les plus fondamentaux. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent vous faire croire que le Brexit serait une catastrophe. C'est le contraire qui est vrai. Renforcez-vous dans votre conviction, si vous l'avez déjà, dans votre conviction que pour sortir la France du désastre dans lequel elle est en train de s'enfoncer, il n'y a pas 50 solutions. Il n'y a qu'une solution, c'est l'article 50, la sortie de l'Union européenne. Vive la République et vive la France.